Je m'appelle Lisa Klein, 33 ans, journaliste d'investigation au Valais Tribune, 8 mars 2026. Ma mère s'est levée lors du dîner de promotion de ma sœur, a levé son verre devant 29 personnes et a souri comme si elle annonçait une bonne nouvelle. L'une de ses filles a épousé un chirurgien cardiothoracique qui sauve des cœurs tous les jours. Elle a annoncé, l'autre a ramené à la maison un boulanger qui sent la farine. Devinez laquelle me rend fière? La salle a éclaté de rire. Je fixe mon assiette. Wesley a serré ma main sous la table. Il n'a pas dit un mot. Il ne savait pas que j'avais passé 5 ans à dénoncer les gens qui détruisent des vies. Il ne savait pas que je documentais discrètement la cruauté de ma propre famille depuis 3 mois. Et il ne savait certainement pas ce que ma grand-mère faisait glisser sur la nappe blanche. Un journal plié à la page 14. Ce simple toast n'était pas seulement humiliant. C'était la plus grosse erreur que ma mère ferait jamais. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé ensuite, si cette histoire vous a déjà touché de près, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Laissez-moi un commentaire et dites-moi si vous avez déjà été humilié publiquement par votre propre famille, ou regardez-vous en ce moment et à quelle heure est-il? Je m'appelle Lisa Klein, et c'est la nuit où tout a changé. Je travaille aux Tribunes depuis 2021. 5 ans à fouiller les archives, à suivre les traces écrites, à poser des questions auxquelles les gens ne voulaient pas répondre. Avant cela, j'ai travaillé dans les relations publiques pendant 3 ans après l'université et j'en ai détesté chaque minute. Toutes ces manipulations, tous ces messages minutieux conçus pour cacher la vérité plutôt que de la révéler. J'ai démissionné en 2018, j'ai travaillé en freelance pendant un certain temps, j'ai finalement trouvé ma voie vers le journalisme, j'ai trouvé ma voie vers ce que j'étais censé faire depuis le début. Ma rédactrice en chef, Anne Brennan, m'a dit un jour que j'avais un bon instinct, que je savais quand creuser et quand laisser tomber. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je n'avais jamais appris la deuxième partie. Lorsque quelque chose n'avait pas de sens, lorsque l'histoire officielle présentait des lacunes, lorsque les personnes au pouvoir étaient trop à l'aise. J'ai creusé. J'ai continué à creuser jusqu'à ce que je trouve la roche ou que je touche l'os. 12 enquêtes publiées en 5 ans. Une fraude au budget du comté qui a débouché sur une affaire du FBI. Des négligences dans des maisons de retraite qui ont entraîné la fermeture de 3 établissements. Un membre du conseil d'administration d'une école qui a fait passer des contrats de construction à son beau-frère. Des histoires qui ont eu des conséquences réelles, et pas seulement des clics. C'était le travail qui comptait. C'était le travail qui me permettait de dormir la nuit. Le tableau en liège au-dessus de mon bureau était couvert de coupures de presse, de mes signatures, de marqueurs rouges décrivant ce qui s'était passé après la publication de chaque article, un fonctionnaire renvoyé, une politique modifiée, 2,3 millions de dollars restitués au comté, la preuve que le journalisme pouvait encore faire ce qu'il était censé faire. C'est-à-dire demander des comptes au pouvoir en place. Mais l'article que je suivais depuis 3 mois ne figurait pas sur ce tableau. Elle se trouvait dans un dossier protégé par un mot de passe sur mon ordinateur portable, intitulé simplement « Médical ». Wesley Grant était propriétaire de Grant Estable, une boulangerie située dans le Riverside District, à 22 pâtés de maison à l'ouest du centre médical de Saint-Dash-Augustin. Elle était spécialisée dans les pains de style européen, au levain, au seigle, à la ciabatta aux olives, des produits qui demandaient du temps, de la patience et de l'habileté. Mais ce n'est pas ce qui rendait ça. Boulangerie différente. Grant Estable n'embauchait que des personnes ayant un casier judiciaire, d'anciens détenus qui ne trouvaient pas de travail ailleurs. Des personnes que le système avait étiquetées comme inaptes au travail. Wesley leur a donné une chance, plus qu'une chance. Il leur a donné une formation, un salaire décent, du respect. Les gens méritent une seconde chance d'écrire leur histoire, m'a-t-il dit lorsque je l'ai interviewé pour la première fois en octobre 2020. J'étais venu faire un reportage sur l'adaptation des petites entreprises pendant le Covid. Tout le monde a un passé, mais tout le monde n'a pas d'avenir. J'essaie de changer ce rapport. Depuis, je n'ai jamais cessé de venir à la boulangerie. D'abord pour l'histoire, puis pour le café, puis pour lui. Cela fait maintenant 6 ans. Nous partagions un petit appartement à 3 rue de Grant Estable. Il se réveillait à 4 heures du matin pour préparer la boulangerie. Mes soirées à vérifier les sources, ses livres de cuisine à côté de mes dossiers, son levain dans le réfrigérateur avec l'étiquette Herman, ne pas toucher. Ma tasse à café avec les plus grands succès du Watergate imprimés sur le côté. Lors de notre 3e rendez-vous, il m'a demandé, « Ta famille sait-elle que tu vois quelqu'un ?» J'ai haussé les épaules.
Il ne s'intéresse pas vraiment à ma vie. Il avait hoché la tête comme si c'était parfaitement logique. Puis, prudemment, quel est le travail de votre sœur? Chirurgien cardiothoracique au centre médical de Saint-Augustin. Quelque chose avait traversé son visage, disparu en une seconde. C'est impressionnant, avait-il dit, la voix parfaitement plate. J'avais été entraîné à remarquer les micro-expressions, entraîné à déceler le mensonge sous la vérité. Mais je n'ai pas demandé, j'ai laissé tomber. Un autre regret pour la collection. Ma famille fonctionnait ainsi. Il y avait Pénélope, et puis il y avait tous les autres. Pénélope Klein Ashford, 39 ans, 6 ans de plus que moi, ce qui signifiait qu'elle avait toujours eu 6 ans d'avance sur tout. 6 ans plus près de ce que notre mère voulait. 6 ans de plus dans la hiérarchie qu'elle avait construite. Pénélope est allée à l'université alors que j'étais encore au collège. A obtenu son diplôme de médecine alors que je postulais à des programmes de journalisme, a terminé son stage de cardiothoracique alors que je travaillais dans les relations publiques et que je détestais ma vie. Augustine Medical Center, la plus jeune dans les 87 ans d'histoire de l'hôpital, publié dans le New England Journal of Medicine, mariée au Dr Jonathan Ashford, chirurgien orthopédique à l'hôpital Memorial. De professionnels, de revenus, 2 personnes qui ont sauvé des vies pour gagner leur vie. Ma mère, Diane Klein, était associée chez Brennan Associates, un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit de l'environnement. Elle avait 61 ans, était vive, brillante, compétitive. Elle avait bâti sa carrière sur des arguments gagnants, et elle avait construit une famille de la même manière. Il fallait toujours que quelqu'un gagne, ce qui signifiait que quelqu'un devait toujours perdre. Lors des fêtes de famille. Les présentations se faisaient comme suit. Voici ma fille Pénélope, chef du service de chirurgie cardiothoracique, et son mari, le docteur Jonathan Ashford, chirurgien orthopédique. Pause, tournée. Et voici Lisa. Elle écrit pour le journal local. La pause avant mon nom. Une demi-seconde, mais suffisante pour tout communiquer. Une fille vaut des titres. Une fille qui mérite qu'on s'y attarde. Et la façon dont elle a dit « journal local » avec juste assez d'emphase pour que ça sonne petit. Amateur. Pas tout à fait sérieuse. J'ai cessé de la corriger vers 2023. J'ai arrêté de dire « journaliste d'investigation », de mentionner mon prix Hearst ou le sénateur de l'État qui a démissionné à cause de mes reportages. Je l'ai laissé raconter son histoire. Je construisais le mien. Lorsque j'ai remporté le prix Hearst en dernière année d'université, un prix national de journalisme, parmi les 5 premiers du pays, ma mère m'a dit, c'est bien. Chérie. Pénélope vient d'être acceptée à Johns Hopkins pour une bourse en cardiothoracique, comme si elles étaient comparables, comme si l'une annulait l'autre, comme si sauver des vies et dénoncer la corruption existaient sur la même échelle, et qu'une seule direction pointait vers le haut. Les photos de famille conservées chez ma mère racontent l'histoire plus clairement que les mots. La remise des diplômes de médecine de Pénélope, énorme, centrée, dans un cadre professionnel, avec passe-partout et couleur bordeaux. Mon diplôme de fin d'études universitaires, petit, à l'écart, dans un cadre de pharmacie, légèrement décoloré, même maison, même mère, système de mesure différent. J'ai appris jeune, à sauver des vies, à compter, à raconter des histoires, à ne pas le faire. Le mariage de Pénélope en 2021, 200 personnes dans un country club. J'ai amené Wesley. Nous sortions ensemble depuis 10 mois. Lors de la réception, un ami de la famille lui a demandé ce qu'il faisait. Avant qu'il ne puisse répondre, ma mère l'a interrompu. Il possède une petite boulangerie à Riverside. Très rustique. Axée sur la communauté. Il donne du travail à des personnes qui sortent de prison, ce qui est tout à fait charitable. La façon dont elle a dit « prison » a fait penser à une maladie. La façon dont elle a dit « charitable » signifiait naïf. La main de Wesley s'était refermée sur sa flûte de champagne. Juste une fois. Puis relâchée. Sa voix est restée égale. Je crois que tout le monde mérite la dignité et le travail. Le système de justice pénale n'est pas d'accord. J'essaie de corriger ce déséquilibre. Un travail à la fois. Ma mère a souri. Le sourire qui n'en était pas un. Et s'est éloignée. Plus tard, dans la voiture, je me suis excusée. Ne le fais pas, a-t-il dit. Elle ne me connaît pas. C'est sa perte, pas la mienne. Mais sa mâchoire est restée serrée pendant tout le trajet de retour.
Il a prononcé cette mot le reste de la nuit. J'ai compté point à Thanksgiving 2024, j'ai cessé d'évoquer mon travail lors des repas de famille. Pénélope décrivait des opérations réussies, 17 minutes de pompe, procédure classique, patient sorti en 5 jours. Tout le monde écoutait, enveloppait, posait des questions complémentaires, le jargon médical devenant un langage familial. Un jour, j'ai mentionné que mon enquête sur la corruption dans le comté avait donné lieu à une enquête du FBI et que 3 arrestations étaient en cours. Ma mère m'a dit, c'est bien, ma chérie. Pénélope, parle-nous du remplacement de la valve que tu as fait la semaine dernière. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance, que je n'avais plus besoin de leur validation. La réussite professionnelle était sa propre récompense. Alors pourquoi consignais-je tous les petits tracas dans un carnet à part, pourquoi cataloguais-je chaque licenciement comme une preuve dans un dossier? Pourquoi traitais-je ma propre vie comme une enquête attendant d'être publiée? Le carnet se trouvait dans le tiroir de mon bureau, étiqueté « Recherche sur la dynamique familiale », date, citation, schéma, 5 années de documentation. Je m'étais dit qu'il s'agissait d'une simple observation, d'une habitude de journaliste, mais je savais qu'il n'en était rien. J'étais en train de monter un dossier, même si je ne savais pas encore de quoi il s'agissait. En décembre 2025, j'ai proposé une série à Anne Brennan, Medical Malpractice Cover UPS, à Hospital Protect Revenue and Reputation Over Patient Safety, à Insurance Company Enable Institutional Négligence trop agressive NDA Enforcement, à Legal Department Weaponize Settlement tout silence victime. Elle m'a regardé en buvant son café. C'est l'hôpital de votre sœur. Je sais, ai-je répondu. Ce n'est pas pour cela que j'enquête. Le modèle est apparu dans les données. Elle a levé un sourcil. N'est-ce pas? Je n'ai pas répondu, car nous savions tous les deux que c'était compliqué, et nous savions tous les deux que j'allais l'écrire de toute façon. J'ai consulté les dossiers publics de 5 hôpitaux locaux. Augustine avait conclu 8 règlements scellés pour faute professionnelle en 5 ans, soit plus que les 4 autres réunis. Tous les cas de chirurgie cardiaque ont été réglés entre 127 000 et 215 000 $, et tous ont fait l'objet d'un accord de confidentialité. Tous les patients appartenaient à des populations marginalisées, incarcérées, non assurées, sans papier, sans domicile fixe. Et toutes les plaintes ont été rejetées par le conseil médical. Le nom d'un chirurgien apparaît dans 4 des 8 affaires. Ce n'était pas de la malchance. Il s'agissait d'un problème que l'hôpital connaissait et qu'il a choisi de cacher. Le premier dossier que j'ai sorti date d'août 2018. Complication d'une chirurgie cardiaque. Nom du patient caviardé dans les documents publics. L'hôpital a réglé la question pour 180 000 $ avec un accord de confidentialité. Le nom du chirurgien est caviardé dans l'accord de règlement. Les notes internes de l'hôpital sont parfois mal classées dans les réponses aux demandes d'accès à l'information. 3 semaines après le début du mois de janvier 2026, je l'ai trouvé. Examen de l'assurance qualité du sujet. Incident 2018-0823, quart de point chirurgien, Dr Pecklin Ashford, patient Wesley A. Grant, âgé de 28 ans, incarcéré. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking du Tribune, après-midi de janvier, froid, s'infiltrant à travers les fenêtres. Écran d'ordinateur portable lumineux, le nom de mon petit ami en noir et blanc en tant que victime d'une faute médicale, le nom de ma sœur en tant que chirurgien. J'ai fixé l'écran pendant 20 minutes, j'ai lu les 2 mêmes noms encore et encore, puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis rentré chez moi. Wesley préparait un ragoût de bœuf en écoutant NPR, un samedi après-midi normal. Je l'ai regardé se déplacer dans notre cuisine, vivant, en bonne santé, compétent, gentil. J'aurais dû lui demander, mais j'avais peur. Peur qu'il me l'ait caché. Peur qu'il parte si je le savais. Peur que notre relation entière soit construite sur des secrets que je ne pouvais pas voir. J'ai donc fait ce que je fais toujours quand j'ai peur. J'ai continué à enquêter au lieu de communiquer. L'invitation est arrivée le 28 février 2026. Pénélope a appelé, c'est si rare que j'ai failli ne pas répondre. J'ai été promue, dit-elle, chef du service de chirurgie cardiothoracique. Maman organise un dîner de fête. Le 8 mars, au Laurel, à 19h30. Salle à manger privée, pouvez-vous venir? J'ai hésité. Nous ne les avions pas vus depuis Noël. Ce soir-là, j'ai dit à Wesley, ce n'est pas la peine. Il roulait de la pâte à brioche, méthodique et précis. Je sais, a-t-il dit, mais il est peut-être temps. Le temps de quoi?
Je n'ai pas demandé. Ta grand-mère m'a appelé hier, a-t-il ajouté. Elle m'a demandé si nous serions là. Elle a dit que c'était important que j'y aille, qu'elle avait quelque chose à montrer aux gens. Il a levé les yeux, la farine sur la pommette. Je crois qu'elle sait. La façon dont il a dit Saint-Augustin quand Pénélope a parlé de la promotion, pas d'inflexion. Sans inflexion. Neutre. J'avais déjà entendu ce ton de la part de mes interlocuteurs, cette voix prudente qui ne veut rien dire et qui veut tout dire. Le 8 mars est arrivé trop vite. Nous nous sommes rendus au Laurier à 18h45 ? Alors que la pluie de mars commençait à tomber. J'étais tendu, je répétais ma neutralité. Wesley était calme, de cette façon trop calme qui signifiait qu'il n'était pas calme du tout. Ta grand-mère m'a appelé après la cérémonie à la Maison Blanche, dit-il, les yeux rivés sur la circulation. Elle voulait s'assurer que nous serions tous les deux présents à ce dîner. Elle m'a dit qu'elle attendait le bon moment, mais que le fait que je reçoive la médaille avait changé le timing. Je l'ai regardé. Changé comment ? Il est resté silencieux pendant 3 blocs. Je pense qu'elle nous protège, qu'elle attend le moment où la vérité éclatera et où nous serons assez forts pour y survivre. Il y avait 3 journaux sur la banquette arrière. Tous les numéros du 3 mars. Tous pliés à la page 14. J'avais pensé que c'était de la fierté. Garder des copies pour l'album. Maintenant, je me pose des questions. Nous nous sommes garés sur le parking des Lauriers. Wesley a coupé le moteur mais n'a pas bougé. Les mains toujours sur le volant. Les jointures sont légèrement blanches. Lisa, dit-il. Après ce soir, les choses pourraient être différentes. Entre nous, entre toi et ta famille, il faut que tu saches. Il s'est arrêté, à secouer la tête. Il s'est arrêté, à secouer la tête. Rentrons, ta grand-mère t'attend. La salle Aspen, boiserie, cheminée, linge blanc. 22 personnes étaient déjà présentes lorsque nous sommes arrivés à 19h35, en retard, parce que Wesley n'arrêtait pas de retarder. Ma mère m'a embrassé la joue. Tu as réussi. Nous commencions sans toi. Elle s'est tournée vers la femme à côté d'elle. Patricia, voici ma fille cadette et son fils, Wesley. Il tient une boulangerie à Riverside. Très orienté vers la communauté. Elle la pose avant Wesley. Pas de partenaire ? Pas de petit ami. La façon dont l'orientation communautaire signifiait ne pas être rentable. Patricia Chen, l'avocate associée de ma mère, une femme acerbe qui ne souffrait pas les imbéciles, des cartons de table calligraphiés, Pénélope et Jonathan en tête, ma mère à la droite de Pénélope. Wesley et moi au fond, les sièges 27 et 28 sur 29, près de la porte de la cuisine où les serveurs entraient. Ma grand-mère, Catherine Walsh, était assise à côté de moi. Elle avait 74 ans et était veuve depuis 12 ans. Elle m'a serré la main lorsque je me suis assise. Je suis contente que vous soyez venus, a-t-elle chuchoté. Elle m'a dit, tous les deux, quelque chose dans son sac. Je pouvais voir le bord du papier journal. Tu vas vouloir voir ça, dit-elle en tapotant son sac. Mais pas encore, attends le moment. Tu sauras quand. Elle a regardé Wesley, qui a hoché la tête une fois. Ils avaient prévu cela. Le dîner fut servi. La conversation tourna autour de la réussite de Pénélope. Le plus jeune chef de l'histoire de l'hôpital. Augmentation du budget de 1,2 million de dollars. Augmentation du personnel de 8 à 12 chirurgiens. Nouvel équipement de chirurgie robotique. Partenariat avec la faculté de médecine de l'université. J'ai essayé d'engager le dialogue. J'ai obtenu des réponses polies. Puis la conversation est revenue sur Pénélope comme la gravité. Quelqu'un, un membre du conseil d'administration de l'hôpital, a demandé à Wesley. Vous engagez donc des criminels ? Pas méchamment, mais pas gentiment non plus. Curieux comme le sont les gens qui s'intéressent aux animaux exotiques. Wesley n'a pas scié. J'embauche des personnes qui ont purgé leur peine et qui méritent une chance de reconstruire leur vie. Nous avons aidé 38 personnes à conserver leur emploi et leur logement. Et à rester en dehors du système qui les a laissés tomber la première fois. Le taux de récidive est de 7%, alors que la moyenne nationale est de 68%. Je suis très fier de ce travail. 4 secondes de silence. Personne ne sait quoi dire.
Puis quelqu'un tousse. Quelqu'un d'autre a interrogé Pénélope sur les robots chirurgicaux. Le moment est passé, mais j'ai vu 2 personnes hocher légèrement la tête. Ils l'avaient entendu, vraiment entendu. Ma mère observait la scène depuis le bout de la table. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Le boulanger était pris au sérieux. Il était temps de réaffirmer la hiérarchie. Elle s'est levée, a tapoté son verre avec un couteau, le son cristallin tranchant la conversation. La salle s'est calmée. Avant le dessert, dit-elle en souriant, j'aimerais porter un toast. La main de Wesley a trouvé la mienne sous la table. C'est parti. Ma mère a levé son verre, la voix porteuse. La projection pratiquée dans la salle d'audience. Pénélope a réussi ce dont la plupart des médecins ne font que rêver. À 39 ans, elle dirige un service qui sauve des vies tous les jours. Elle a publié des articles dans le New England Journal of Medicine. Elle a épousé un homme du même calibre qu'elle. Elle s'est construit une vie pleine de sens, de prestige et d'impact. Elle représente tout ce que nous espérions pour nos enfants. Pénélope sourit. Parfait. Pratiquer. La main de Jonathan sur son épaule. Puis le regard de ma mère a glissé vers notre bout de table. J'ai 2 filles, a-t-elle commencé. Mon estomac s'est effondré. L'une a épousé un chirurgien cardiothoracique qui sauve des cœurs tous les jours dans l'un des meilleurs hôpitaux de l'État. L'autre a ramené à la maison un boulanger qui sent la farine et travaille avec d'anciens détenus dans une petite boutique de Riverside. Elle a fait une pause. Elle s'est arrêtée. Le travail de l'une des filles est publié dans des revues médicales évaluées par des pairs qui font progresser la connaissance humaine. Le travail de l'autre est publié dans un journal local que la plupart des gens utilisent pour tapisser les cages à oiseaux. Quelqu'un a ri. Puis d'autres se sont joints à eux. Permission accordée. Pas tout le monde. Mais suffisamment. Je pense que nous savons tous quel chemin rend une mère fière. J'ai regardé mon assiette. Le confit de canard à moitié mangé. Les asperges disposées en parallèle. J'ai compté mes respirations. 1, 2, 3. 17 secondes avant que quelqu'un ne se mette à rire. J'ai compté ces 2 secondes. Et la main de Wesley dans la mienne, stable, chaude, complètement immobile. Le journaliste en moi était déjà en train de travailler, de se documenter. Et la structure rhétorique, la composition de l'auditoire, le choix minutieux des fiers, au singulier et non au pluriel, l'implication qu'une seule fille méritait. L'article défini, The Doctor in Metro was dying, la fille en moi était mourante. Avant que ma mère ne puisse continuer, ma grand-mère s'est levée. Calme, délibérée, elle avait une présence imposante malgré son âge. Avant que vous ne continuiez, Diane, dit-elle, la voix coupant court au murmure, je pense que vous devriez lire la page 14 du Tribune de ce matin. En fait, je pense que tout le monde devrait la lire. À haute voix, de préférence, puisque nous annonçons des réalisations. Elle sort le journal de son sac à main, déjà plié à la page 14. Le journal a glissé sur le linge blanc. Le papier journal sur le tissu, le petit bruit qu'il a fait, le visage de ma mère, d'abord confus, puis irrité d'avoir été interrompu, puis, lorsqu'elle l'a pris et a vu le titre, tout à fait autre chose, drainage des couleurs, élargissement des yeux, la coupe de champagne dans son autre main tremblant. Sa voix s'est affaiblie. Le boulanger local Wesley Grant a été nommé. Elle s'est arrêtée. Elle a recommencé. Le local backer Wesley Grant a été nommé lauréat de la médaille présidentielle des citoyens pour son travail de réforme de la justice pénale. Elle a levé les yeux. Elle a regardé Wesley, ma grand-mère, puis le journal. C'est vrai? Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Ma grand-mère a hoché la tête. Sereine. Page 14, section Affaires, édition du 3 mars. Annoncé le 15 janvier par le bureau du personnel présidentiel de la Maison-Blanche. La cérémonie a eu lieu le 28 février. J'y ai assisté. C'est l'une des plus hautes distinctions civiles des États-Unis. Wesley ne l'a dit à personne parce qu'il est humble, contrairement à certaines personnes que nous connaissons. La salle est devenue silencieuse, pas un silence poli, un silence de reconnaissance choquée. Les téléphones sont sortis. En quelques secondes, des confirmations sont apparues. C'était vrai. Wesley Grant. Médaille présidentielle du citoyen.
Réforme de la justice pénale. Cérémonie dans la roseraie de la Maison Blanche. Pénélope a parlé en premier. Voix prudente. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? C'est extraordinaire. La médaille présidentielle. Maman, tu le savais? Ma mère a secoué la tête en silence. Tous les regards se sont tournés vers Wesley. Il a croisé directement le regard de Pénélope. Je l'ai vu à ce moment-là. J'ai enfin vu ce qui me manquait depuis 6 ans. Il la connaissait. Pas comme ma sœur. Comme quelque chose d'autre. Je n'ai pas besoin d'annonce, a-t-il dit à voix basse. C'est le travail qui compte, pas la reconnaissance. Patricia Chen, l'associée de maman, a dit, une médaille présidentielle du citoyen. Diane, vous n'avez pas mentionné que l'associé de votre fille recevait l'une des plus hautes distinctions civiles du pays. C'est remarquable. Le sourire de ma mère était cassant. Je ne le savais pas. Wesley ne partage apparemment pas ses réalisations. Le regard de Patricia disait, ou tu n'as pas demandé. Le pouvoir se déplaçait. Physiquement, les gens tournaient les chaises, se penchaient vers notre bout de table, le statut se déplaçait dans la pièce comme le temps. Et ma mère, toujours debout avec son toast à moitié terminé, semblait soudain plus petite, mais je surveillais le visage de Wesley. Cela aurait dû être un triomphe. La vindicte. Le renversement. Au lieu de cela, il avait l'air triste. Il avait l'air triste. Comme si la médaille présidentielle n'était pas la révélation qui l'inquiétait, mais seulement le coup d'envoi. Ma grand-mère a repris la parole, la voix chargée d'émotion. Chaque samedi depuis 2 ans, je regarde Wesley enseigner aux gens comment faire du pain, du vrai pain, à partir de rien, au levain, à la brioche, au seigle, au pain père nickel. Mais il enseigne plus que des recettes. Et elle leur apprend qu'ils ont de la valeur, qu'ils peuvent créer quelque chose que les gens veulent, qu'ils peuvent se présenter à 5 heures du matin et qu'on leur confie des clés, des tiroirs caisses et des relations avec les clients, que leur passé ne définit pas leur avenir. Que quelqu'un croit en eux. Sa voix s'est légèrement brisée sur le mot « croit en eux ». Ce n'était pas un discours de réseautage. Il s'agissait d'un témoignage. Je l'ai vu sauver des vies, dit-elle en regardant directement Pénélope. Peut-être pas dans une salle d'opération. Peut-être pas avec des scalpels et des sutures, mais sauver quand même. 38 personnes qui auraient pu retourner en prison travaillent, vivent, contribuent, élèvent des enfants, paient des impôts, votent. C'est une chirurgie d'un autre genre, ne pensez-vous pas, Pénélope? Différents outils, même résultat, des vies sauvées. Le visage de Pénélope devient blanc. La table de Grant, dit-elle lentement. Riverside District. C'est près de l'hôpital, près de Saint-Augustine. Wesley a hoché la tête une fois, 22 blocs à l'ouest, tout droit sur le boulevard Riverside. La précision. Trop précis. Nous sommes-nous déjà rencontrés, demande Pénélope. Votre nom me dit quelque chose? La question est restée en suspens. Wesley marqua une pause. Juste une seconde. Mais je l'ai ressenti comme une respiration retenue. Oui, dit-il enfin. Nous nous sommes déjà rencontrés. Août 2018, Centre médical de Saint-Augustine. Vous étiez mon chirurgien. La pièce est devenue complètement immobile. J'ai arrêté de respirer. Août 2018, la même date du dossier, le dossier expurgé, le cas de faute médicale sur lequel j'enquêtais depuis 3 mois, le nom de ma sœur, le nom de Wesley, le même cas où ils s'étaient déjà rencontrés. Dans une salle d'opération, alors que quelque chose avait très mal tourné, quelqu'un a demandé ce qui s'était passé. Je ne sais plus qui. Wesley m'a d'abord regardé, il m'a vraiment regardé, le chagrin, l'amour et la résignation mélangés. Avant de te le dire, il m'a dit, ignorant tous les autres, il faut que tu le saches. Je t'aime. Je t'aime depuis octobre 2020. Depuis que tu es entré dans ma boulangerie avec ton enregistreur et tes questions. Rien de cet amour n'est faux. Ce que je vais dire ne change rien à cela, mais change tout le reste. Il sort un document plié de la poche de sa veste. Des plis anciens. Des bords usés. Portés depuis longtemps. Il l'a posé sur la table. Papier à en-tête du centre médical de Saint-Augustin. Patient. Wesley A. Grant. Date. 23 août 2018. Rapport d'incident. Ma grand-mère m'a touché la main. Lisa,
Ma chérie, il y a quelque chose que Wesley doit te dire. Quelque chose que je sais depuis presque 2 ans, mais ce n'était pas mon histoire à partager. C'est la sienne. C'est peut-être le moment. Wesley acquiesça et commença à parler. J'avais 28 ans, ma première et unique condamnation, possession avec intention de distribuer de la cocaïne. J'étais coupable, j'avais acheté 2 onces en pensant les vendre pour payer le loyer. Une décision stupide quand mon emploi a été supprimé pendant la récession. J'ai pris 18 mois. J'étais en prison depuis 8 mois lorsqu'un autre détenu m'a attaqué, en me frappant à la poitrine. Je me suis effondré, je ne pouvais plus respirer, j'ai cru que j'allais mourir. Les gardiens m'ont emmené d'urgence à Saint-Augustin. Sa voix est posée. La voix de quelqu'un qui s'est raconté cette histoire des milliers de fois, mais jamais à voix haute. Ils ont fait un scanner, ont trouvé un saignement autour de mon cœur, un épanchement péricardique dû à un traumatisme contondant. J'avais besoin d'une intervention cardiaque d'urgence. Voire d'une réparation complète en fonction de ce qu'ils ont trouvé. J'ai signé les formulaires de consentement. L'alternative était de me vider de mon sang dans la prison du comté. J'ai donc consenti. Il regarde Pénélope. Et votre sœur s'est occupée de l'opération. Le verre d'eau de Pénélope s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. L'opération s'est bien passée, poursuit Wesley. C'est ce qu'ils m'ont dit quand je me suis réveillée. Le docteur Klein Ashford avait effectué la réparation, arrêté l'hémorragie. Tout avait l'air d'aller bien. J'étais en salle de réveil à 3 heures du matin. 16 heures plus tard, à 19 heures le lendemain, je me suis effondrée. Je n'arrivais plus à respirer. J'avais une douleur écrasante à la poitrine. J'avais l'impression que le tuyau était revenu dans ma poitrine. On m'a emmené d'urgence en chirurgie. Un chirurgien différent cette fois. Le docteur Vincent Holder. Il a trouvé ce que le docteur Klein Ashford avait manqué. Quelqu'un a sursauté. Je ne sais pas qui. Une petite entaille artérielle dans le péricarde, dit Wesley, la voix clinique maintenant, le jargon médical comme un témoignage. Trop petite pour être visible lors de la réparation initiale, elle a saigné lentement dans le sac péricardique pendant 16 heures. Et la pression augmente jusqu'à ce que la tamponnade cardiaque nécessite un drainage et une réparation immédiate. Je me suis enrobée pendant la 2e opération, j'ai été réanimée. J'en ai remis une couche. J'ai été réanimée. Enfin stable après 4 heures en salle d'opération. Il m'a regardé. Lisa a les documents. Elle m'a montré la capture d'écran quand je regardais ses dossiers. Les notes opératoires du docteur Holder étaient très claires. Réparation d'une lésion artérielle manquée lors d'une intervention chirurgicale antérieure, lacération petite mais significative de la branche péricardique, probablement entaillée lors de la réparation initiale. Les patients ont souffert d'une tamponnade cardiaque due à une hémorragie non reconnue. Un drainage et une réparation ont été effectués d'urgence. Il l'a documenté. De manière professionnelle et claire. Aucune ambiguïté sur ce qui avait mal tourné ou pourquoi. Wesley, ai-je dit, la voix à peine audible. Vous saviez que j'enquêtais? Il a hoché la tête. Je connais tes mots de passe. Lisa. Je vérifie tes dossiers de recherche quand tu travailles tard. Pour voir si c'est aujourd'hui que tu trouveras le lien et que tu me le demanderas. Vous avez trouvé mon dossier il y a 3 semaines, fin janvier. J'ai attendu tous les jours depuis, mais tu n'as pas demandé. Je vais donc le dire à tout le monde maintenant, et vous l'apprendrez en même temps qu'eux. J'ai trouvé ma voie, le mode journaliste s'est enclenché parce que c'était plus sûr que le mode fille. Augustine depuis 3 mois, ai-je dit à la salle, en présentant la situation comme une défaillance institutionnelle systémique, la façon dont les hôpitaux protègent leurs revenus au détriment de la sécurité des patients. La façon dont les compagnies d'assurance permettent de dissimuler les faits. J'ai consulté les dossiers de 5 hôpitaux locaux. Augustine avait conclu 8 accords scellés pour faute professionnelle en 5 ans. Tous des cas de chirurgie cardiaque. Tous avec des accords de confidentialité. Tous des patients issus de populations marginalisées. J'ai ouvert mon téléphone, la photo que j'avais prise du mémo. Le nom du patient était caviardé dans tous les documents officiels, mais le mémo interne de l'hôpital le mentionnait. Sujet, examen d'assurance qualité, incident 2018-0823, quart de point chirurgien, Dr P. Klein Ashford, titulaire en 2e année. Patient, Wesley A. Grant, 28 ans,
incarcéré. Mes mains ont tremblé quand j'ai lu ce mémo pour la première fois. Un après-midi de janvier, le nom de mon petit ami écrit noir sur blanc en tant que victime d'une erreur médicale. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai dit doucement. J'ai conduit jusqu'à la maison. Wesley préparait un ragoût de bœuf. Je l'ai regardé se déplacer dans notre cuisine et je me suis dit que je devrais lui demander, mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur qu'il me l'ait caché. J'avais peur que toute notre relation soit fondée sur des secrets. J'ai donc fait ce que je fais toujours quand j'ai peur. J'ai continué à enquêter au lieu de communiquer. C'est à nouveau le tour de Wesley. Le gestionnaire de risque m'a rendu visite en octobre 2018. Il m'a dit, je suis amer maintenant. Une femme professionnelle, un beau costume, une expression sympathique. Elle m'a dit qu'il y avait eu une complication pendant mon opération. Elle m'a demandé si j'avais divulgué tous mes antécédents médicaux. J'ai répondu, oui. Je n'avais aucun antécédent médical. C'était la première intervention importante de ma vie. Elle a froncé les sourcils et m'a dit que la position de l'hôpital était que j'avais omis de mentionner un problème cardiaque antérieur. J'ai dit que c'était un mensonge. Elle a dit, c'est malheureux. La menace précise arrive maintenant. J'avais une audience de libération conditionnelle prévue le 15 novembre. Elle m'a expliqué très soigneusement. L'hôpital pourrait témoigner de mon comportement pendant mon rétablissement, me décrire comme non conforme, argumentatif, difficile, un risque pour le personnel, ou il pourrait rester neutre. C'est votre choix, Monsieur Grant. Réglez maintenant, nous restons silencieux. Refusez de régler, nous témoignons pour protéger notre personnel. La mâchoire de Wesley s'est serrée. J'ai refusé. J'étais 28, terrifié, mais j'ai refusé. Je voulais qu'ils soient tenus pour responsables. Alors ils sont allés jusqu'au bout. Le 15 novembre 2018. Lors de mon audience de libération conditionnelle, un représentant de l'hôpital a déclaré que j'avais été une patiente difficile, que je n'avais pas respecté les instructions post-chirurgicales et que j'avais été verbalement agressive à l'égard du personnel infirmier. Tous des mensonges, tous documentés dans un rapport qu'ils avaient fabriqué. La libération conditionnelle a été refusée. 17 personnes écoutent, silencieuses, horrifiées. Après le refus de la libération conditionnelle, le gestionnaire de risque est revenu. Décembre 2018, même costume, même expression de sympathie. Cette fois, l'offre était différente. 180 000 $ en échange de la signature d'un accord de confidentialité et de l'acceptation de ne pas engager de poursuite pour faute professionnelle. Elle a été très claire. Il s'agissait d'une offre généreuse. Si je refusais, il ferait en sorte que les 14 mois restants soient difficiles. J'aurais 30 ans avant de sortir, peut-être plus. Signature du règlement. 14 janvier 2019. Salle de conférence de la prison. La main de Wesley tremble. Je suis sorti en juillet 2020. Les 180 000 $ étaient toujours là. Je les ai utilisés pour louer les locaux de Riverside, acheter des fours commerciaux et des mixeurs, embaucher mes 2 premiers employés. J'ai commencé Grand Table en août 2020. 2 mois plus tard, une journaliste est venue m'interviewer sur l'adaptation des petites entreprises à la pandémie. Elle s'appelait Lisa Klein. Il m'a regardé. J'ai pensé que c'était une coïncidence. Puis vous avez dit que votre sœur était chirurgienne. Puis vous avez dit Saint-Augustin, cardiothoracique, et j'ai su exactement qui était votre sœur. La pièce était un tombeau. J'aurais pu te le dire, m'a dit Wesley. J'aurais dû. Au 3e rendez-vous, quand j'ai compris que tu étais la sœur de Pénélope. À notre premier anniversaire, quand tu faisais déjà partie de ma vie d'une manière que je ne pouvais pas imaginer perdre. Mais je t'aimais. Et tu étais si séparée de ta famille. Tu leur parlais à peine. Tu as construit ta propre carrière. Tes propres valeurs. J'ai pensé que le passé n'avait peut-être pas d'importance. Peut-être que nous pourrions construire quelque chose en dehors de cette histoire. Il m'a tendu la main, hésitant maintenant. Je suis désolé. J'aurais dû te le dire. Mais chaque jour que j'attendais, c'était plus difficile. Comment dire à quelqu'un qu'on aime que sa sœur a failli le tuer, que l'hôpital de leur famille a détruit 2 ans de ta vie? Je n'avais pas de mots pour ça. Alors j'ai gardé le silence et j'ai espéré que tu n'aurais jamais à le savoir. De l'autre côté de la table, Pénélope prend la parole. La voix tremblante. Je me souviens de vous.
Je me souviens de cette affaire. Le patient incarcéré avec un traumatisme péricardique. Mais ce n'était pas ma faute. Vos antécédents étaient incomplets. Le traumatisme était grave. Les complications arrivent en chirurgie d'urgence. Wesley l'a interrompu. La voix plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Mon dossier était complet. Je n'avais pas de problèmes cardiaques antérieurs. Le docteur Holder a trouvé l'entaille artérielle que vous avez manquée. Il l'a consignée dans son rapport d'opération. Vous avez fait une erreur. L'hôpital vous a fait rédiger un rapport d'incident reconnaissant l'erreur. Puis ils ont enterré les 2 rapports et m'ont payé pour disparaître. Vous êtes devenu chef du service de chirurgie cardiothoracique. Je suis allé en prison pour 14 mois supplémentaires. Et ne me dites pas que ce n'était pas votre faute. Pénélope essaie à nouveau. J'avais 31 ans. Titulaire en 2e année. Antécédent d'urgence. Wesley l'interrompt. 28 ans. Première opération de ma vie. Vous avez fait une erreur. Le docteur Holder l'a trouvé immédiatement. C'est dans son rapport d'opération. L'assurance qualité de l'hôpital l'a confirmé. C'est pourquoi ils ont payé $180 000. C'est pourquoi ils ont témoigné à mon audience de libération conditionnelle quand j'ai refusé de régler tranquillement. C'est pourquoi vous travaillez toujours là-bas et que j'ai passé 14 mois de plus en prison. J'ai les documents, dis-je en sortant mon téléphone. Holder, le rapport d'incident de Pénélope, l'examen de l'assurance qualité, les conditions de l'accord, la transcription de l'audience de libération conditionnelle, tout cela, cela fait 3 mois que je monte ce dossier. La voix de ma mère s'est fait entendre. Tranchante. Contrôlée. En mode avocat. C'est absurde. Vous avez poursuivi ma fille, vous êtes sorti avec elle pendant 6 ans, tout en gardant une rancune envers sa sœur? C'est calculé. C'est de la vengeance déguisée en romance. La voix de Wesley est restée posée. Je suis tombé amoureux de votre fille malgré sa sœur. Pas à cause d'elle. Lisa n'a rien à voir avec Pénélope. C'est pour cela que je l'aime. Et même si l'accord de confidentialité était valide, je publierai cette histoire de toute façon. Je suis un journaliste qui enquête sur les fautes médicales. Le cas de Wesley est l'un des 8 que j'ai documentés. Les dissimulations des hôpitaux, la protection institutionnelle des chirurgiens négligents, l'abus des accords de règlement pour réduire les victimes au silence, tout cela est d'intérêt public, tout cela est publiable. Patricia Chen se lève et pose sa serviette sur la table. Diane, je pense que nous devrions partir. Il s'agit d'une affaire de famille et s'il y a un litige potentiel impliquant une faute médicale et des accords de règlement, je ne veux pas être témoin. Conflit d'intérêts. Elle m'a regardé. Lisa, si vous publiez, assurez-vous que votre vérification des faits est à toute épreuve. Ça va mal tourner. 3 autres collègues juristes sont partis avec elle. 5 autres invités ont suivi quelques minutes plus tard. La salle Aspen, qui avait accueilli 29 personnes, n'en comptait plus que 17. Ceux qui sont restés, grand-mère, 2 employés de Wesley Second Chance qui avaient été invités, une assistante sociale de l'hôpital, ma rédactrice en chef Anne Brennan qui était arrivée en retard, 2 cousins qui avaient toujours été gentils avec moi, et une femme qui s'est présentée comme étant la fille du docteur Holder. Ceux qui étaient prêts à témoigner de la vérité. Et ma mère était assise, figée, en bout de table. Pénélope pleurait doucement. Je me suis levée. Je vais publier l'histoire, ai-je dit, à tous ceux qui restent. Je vais écrire sur ce qui est arrivé à Wesley, sur le modèle de Saint-Augustin. 8K, 3 chirurgiens, une protection institutionnelle systématique. Je vais donner des noms. Citer des documents, inclure l'histoire de Wesley avec sa permission, et je vais la publier dans la tribune cette semaine. Ma mère s'est levée, le visage pâle mais la voix forte. Si tu fais cela, tu le choisis au détriment de ta famille, de ta sœur, de tout ce que nous avons construit. Non, ai-je interrompu. Je choisis la vérité plutôt que la performance. Il y a une différence. Tu as construit ta fierté sur le succès de Pénélope. C'est très bien. Mais son succès s'est construit sur des erreurs enfouies et des victimes réduites au silence. Ce n'est pas une réussite. Un échafaudage, et je suis journaliste. Je ne protège pas les échafaudages.
Je les dénonce. Pénélope n'avait pas bougé. Les mains posées à plat sur la nappe blanche. Finalement, elle a levé les yeux. Elle a croisé mon regard. Si vous publiez cette histoire, je perdrai tout. Ma carrière, ma réputation. Peut-être ma licence. Tout ce que j'ai construit pendant 15 ans. Disparu. J'ai soutenu son regard. Je le sais. Et vous auriez dû le perdre il y a 8 ans. 3 jours plus tard, le 11 mars 2026, à 6 heures du matin, j'ai appuyé sur le bouton « Publier ». L'article a été mis en ligne sur le site de la Tribune. 3200 mots. Titre : Quand le succès cache l'échec. Une histoire personnelle d'erreur médicale. La dissimulation institutionnelle. Était le coup du silence. Mon premier paragraphe. Il y a 3 semaines, j'ignorais que mon compagnon avait failli mourir à cause de l'erreur chirurgicale de ma sœur. Je ne savais pas que l'hôpital où elle est aujourd'hui chef du service de chirurgie cardio-thoracique avait enterré les preuves jusqu'à ce que je commence à enquêter sur les schémas d'erreur médicale. Je ne savais pas que la fierté de ma famille reposait sur le silence de quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que ce silence se brise lors d'un dîner censé célébrer la réussite. Voilà ce qui s'est passé lorsque j'ai choisi le journalisme plutôt que la famille et pourquoi je referais ce choix. L'enquête initiale comportait 2400 mots, une analyse des schémas, 8 cas, 3 chirurgiens, une protection systématique. L'histoire de Wesley, ajoutée après le dîner avec sa permission, comptait 800 mots de plus. Narration d'ouverture. Le visage humain de l'échec institutionnel. À 9 heures, 50 000 vues. À midi, 200 000. À 13 heures, le Washington Post a appelé, et plus fort encore, d'autres victimes. Cela m'est arrivé à moi aussi. J'ai également signé un accord de confidentialité. Je pensais être la seule. 7 autres articles ont été publiés dans les premières 48 heures. Le modèle est indéniable. 11 mars. 11 heures. Déclaration de l'hôpital. Nous examinons toutes les questions soulevées dans l'article de Madame Klein et prenons la sécurité des patients très au sérieux. Nous avons retenu les services d'un avocat indépendant pour enquêter. Traduction, ils étaient terrifiés. 12 mars, 10 heures. Courriel du directeur général de l'hôpital à Pénélope. À compter de maintenant, vous êtes placé en congé administratif rémunéré en attendant l'examen interne. Ma mère appelle à 10h15. Tu es satisfaite maintenant ? Tu as détruit la carrière de ta sœur. Elle l'a détruite elle-même, ai-je dit. Je l'ai juste documentée. Elle a raccroché. La cascade était inexorable. Le 13 mars, enquête de l'ordre des médecins. Le 14 mars, 2 autres victimes se manifestent. Le 16 mars, l'avocat de la compagnie d'assurance panique. Le 18 mars, la suspension de Pénélope n'est plus payée. Le 20 mars, le titre de chef est retiré du site web.et. Brennan a appelé le 13 mars. L'histoire a été reprise au niveau national. Dans tous les grands médias, l'avocat de l'hôpital a menacé d'intenter une action en justice. Notre avocat a ri. Tout ce que vous avez écrit est documenté. Vous allez gagner des prix pour cela, Lisa. Mais est-ce que ça va ? Vraiment bien ? J'ai regardé mon appartement. Wesley avait déménagé le lendemain du dîner, ayant besoin d'un peu d'espace pour se ressaisir. Demandez-moi dans 6 mois, ai-je dit ? Et la conversation s'est étendue au-delà de l'article. Les vidéos TikTok analysant la dynamique familiale, les fils de discussion Twitter sur les échecs du conseil médical, les discussions Reddit sur l'abus de l'accord de confidentialité, le lien avec la médaille présidentielle l'ont rendu irrésistible. L'homme qui a failli être tué par l'erreur d'un chirurgien devient le récipiendaire d'une médaille présidentielle, ont écrit ses propres titres. Le 14 mars. Une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour. Ils l'ont soutenu. La plus haute fonction du pays venait de valider mon choix. Wesley a appelé le 20 mars, la première fois que nous nous sommes parlé depuis qu'il a déménagé. Lisa, nous avons reçu 350 000 $ de dons en 10 jours. Des gens de tout le pays. Suffisamment pour ouvrir le 2e site et commencer à planifier le 3e. Ton histoire. Elle a fait quelque chose. Pas de porte. Silence au bout du fil. Je suis prêt à rentrer à la maison, dit-il. Le 16e jour de la séparation. Si tu veux bien de moi, s'il y a encore un no après tout,
il y a toujours eu un nous, ai-je dit, même quand nous gardions des secrets, surtout maintenant. Le mois d'avril a eu des conséquences. L'hôpital a lancé un examen indépendant. Le conseil médical a ouvert une enquête officielle. 2 membres du conseil ont démissionné à la suite de plaintes rejetées. La compagnie d'assurance a été confrontée à un recours collectif potentiel. La licence de Pénélope a été suspendue le 8 avril dans l'attente d'un examen. Une audience est prévue le 15 juillet. Le poste de chef a été définitivement supprimé. La carrière est effectivement terminée. 3 autres hôpitaux de l'État ont lancé des examens similaires, la responsabilité médicale devenant un véritable sujet de conversation. Un article, 8 ans de vérité enfouie, des systèmes qui commencent à changer. Et la table des subventions est devenue une étude de cas, des organisations ont demandé des consultations. La Maison-Blanche a prévu d'évoquer les secondes chances dans le discours sur la réforme de la justice pénale qu'il prononcera en mai. Le Tribune m'a proposé d'être journaliste d'investigation senior. J'ai refusé. Je préférais le travail sur le terrain. Washington. 88 000 $. NPR me voulait pour l'unité d'investigation. Anne m'a demandé ce que je voulais. Je veux continuer à raconter des histoires qui comptent. Ici, là où je connais la communauté. Là où l'impact est local et mesurable. Elle a souri. Contre-offre. Journaliste d'investigation senior. $72,000. Autonomie totale dans la sélection des sujets. J'ai dit oui. Et la série suivante était déjà planifiée. Le système de justice pour mineurs. Contexte différent, même principe. Le pouvoir se protège au détriment des sans-pouvoir. Mais j'écrivais aussi autre chose. Un essai personnel sur la famille, le favoritisme, le journalisme. Le coût du choix de la vérité. Pas pour la publication. Pour le traitement. Mai 2026 est arrivé tranquillement. Wesley et moi étions assis sur le balcon de notre appartement un soir, Riverside Sunset, la boulangerie visible d'ici. La cérémonie à la Maison-Blanche semble être une autre vie, a-t-il dit. Le 28 février, je me suis tenu dans la roseraie, j'ai serré la main du président, j'ai reçu la médaille. Ma grand-mère pleurait. Je pensais au dîner qui aurait lieu 10 jours plus tard, à la question de savoir si nous allions survivre à la révélation de la vérité. Et la médaille trône désormais sur notre étagère, à côté de ma plaque du prix Hearst, de validation de 2 types de travail différents. Je ne suis pas content que ta sœur m'ait fait du mal, a poursuivi Wesley. Je ne suis pas content d'être allé en prison, mais je suis content d'avoir construit quelque chose à partir de cette douleur. Et je suis content que tu l'aies exposé. Cela peut être vrai dans les 2 cas. La grand-mère appelle chaque semaine et dit, ta mère demande de tes nouvelles, ne s'excuse pas, n'admet pas ses torts. Elle demande juste comment tu vas. Je lui dis que vous vous épanouissez. Vraiment, lui ai-je demandé. Elle a ri. Plus qu'elle. Diane Klein avait perdu son association d'avocats, à cause de problèmes de conflit, de clients qui ne voulaient pas s'associer. Elle n'était plus qu'une conseillère, diminuée. Pénélope était à la maison toute la journée, ne travaillant pas, attendant l'audience de juillet. Le mariage est tendu. Une lettre est arrivée en avril, de la part de Pénélope, transmise par la grand-mère. Je l'ai laissée sur mon bureau sans l'ouvrir pendant 3 semaines. Je l'ai finalement lue en mai. Je ne sais pas comment m'excuser pour quelque chose que je ne reconnais pas avoir fait de mal. L'opération était compliquée. L'erreur était minime. Le résultat a été la survie. Mais j'essaie de comprendre votre point de vue. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas encore répondu. Peut-être jamais. Wesley et moi avons emménagé dans un appartement plus grand en avril, près de la boulangerie. Le dimanche matin, il fait du pain perdu pendant que je travaille sur des notes d'enquête. Un dimanche, il m'a demandé si je le regrettais. Le soleil de mai traverse la fenêtre de la cuisine. La publication de l'histoire ? Perdre votre famille, ai-je pensé. Je regrette ce que j'ai perdu. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi la vérité. Ce sont des regrets différents. L'un concerne le deuil. L'autre concerne le compromis. Je peux vivre avec le chagrin. Je ne pourrais pas vivre avec un compromis. Et la cuisine sans le pain et le café. NPR joue doucement. La vie que nous avons construite sans performance ni prétention. Réelle. Imparfaite.
Honnête. Mon carnet de notes, celui étiqueté Recherche sur la dynamique familiale, se trouve maintenant dans une boîte, archivée, étiquetée Histoire de la subvention, note de fond. L'histoire a été racontée, la documentation est complète. Ils avaient voulu que je sois la plus discrète. La petite fille, celle qui se mariait de façon moins impressionnante, qui réussissait moins visiblement, qui avait moins d'importance. Celle qui s'accommodait, qui souriait malgré les licenciements, qui acceptait sa place sans se plaindre. A eu lieu de cela. Je suis devenue celle qui refusait le silence lorsque le silence protégeait les mauvaises personnes. Je suis devenue une journaliste qui a préféré la vérité au confort, l'exactitude à l'approbation, la responsabilité publique à la paix privée. Je suis devenue la partenaire de quelqu'un qui a transformé une peine de prison en reconnaissance présidentielle, une négligence chirurgicale en réforme systématique, un traumatisme en objectif. Je me suis éloignée d'une famille qui valorisait la performance plutôt que l'honnêteté, le prestige plutôt que le caractère, la hiérarchie plutôt que l'amour. Certaines filles épousent des chirurgiens et mesurent leur succès à l'aune de la validation institutionnelle. D'autres filles ramènent des boulangers à la maison et se construisent une vie de dignité tranquille. Certaines filles deviennent des témoins, choisissant de documenter, d'exposer, d'honorer la vérité même lorsque celle-ci leur coûte tout ce dont elles pensaient avoir besoin. J'ai choisi la troisième voie. Ils l'ont appelée trahison. J'ai appelé cela du journalisme. J'ai parlé d'intégrité. J'ai appelé cela refuser d'être complice de la cruauté simplement parce que la cruauté portait un beau costume, utilisait un langage professionnel et provenait de personnes qui partageaient mon nom de famille. Assis ici en mai 2026, ma relation s'est reconstruite, ma carrière est florissante, ma famille est séparée mais j'ai la conscience tranquille. Je comprends quelque chose que j'avais trop peur d'accepter auparavant. Toutes les familles ne sont pas des familles. Tous les succès ne sont pas des succès. Le silence n'est pas toujours synonyme de paix. Le seul succès qui compte, la seule mesure à laquelle je répondrai lorsque je repenserai à ce moment, est de savoir si j'ai honoré la vérité lorsque la vérité m'a coûté. Et je l'ai fait. Et je le ferai encore. C'était suffisant. Oops. You know what? I'm gonna cook this whole ass woof. Then you're bringing out another Vampire Hunter movie? Oh shit. Oh my goodness. Oh, I hear a burb. Sorry, I was stretching my back. Alright, we're gonna go back. Let's see if I can still... No, that's not the button I meant to push. See if I can make my small arrows. I didn't get very many flight feathers. Also, if I have as much... Oh yeah, I have 7,000 in game now. I would be worth almost 3 million doll hairs. That's crazy work. All right. I'll sleep till the morning. And maybe that'll do something for me. Maybe. Who knows? You know what I haven't done? Read his journal. Let's see. The snake that bit me. My legendary moose. Wintergreen berry. The duck I just killed. How cute is he? Alright. Let's get some fucking burbs.
Oh, I can? Look at me go. Thanks, Kevin. I appreciate you telling me that. I'm really, dumb sometimes. I'm a highly intelligent individual. It's just like games consistently change where you can go and get shit, so I'm like confused consistently. Oh, this is deep. This is real deep. We're all allowed to not know everything. I'm a Virgo. I need to know everything. You dumb smart. It's fine, you are too. Yeah. As a Scorpio, you demand I stop that. I'm a Scorpio moon. I love Scorpios. I attract Scorpios like a moth to the flame. Hey, everyone in chat, tell me your sign right now. I need to know. This is important. I also will want to know that when you join my Discord. That's right, Mia. I think you told me that once, that you were born on Halloween. That's so fucking cool. Renatary, you're a Capricorn. Yes. I love me an Earth sign. Cancer. Curious. I'm curious. Vlad, I'm calling you out. What sign are you? Right, let me go back to that camp I made. Oh, wait. Yep. There we go. Inquiring minds do want to know. He does seem very combative with his fieriness, so I'm curious all around. All right, craft. I'm sure I could craft on my own too, but alas, I did not. All right, I've got a couple of arrows now. No way. No way. No, he's not in lads. He's doing a peace sign for V, Vlad. He's not in lads. Okay, I was like, oh my god, Mia, no. Anyways, Vlad, you're a Gemini? You know what? Maybe that do make sense because we can never tell exactly what he's going to do for us. Oh, 6/6/1996. I don't believe him either. One of your younger cousins was born 6/6/06? Wow. Kevin, you don't know your astrology sign? You're calling him a Pisces? El Jefe is a Pisces. Yeah. All right, now we're going back to the squirrel. I know this is real exciting for y'all, but I don't care. This is what I want to do. And if I was playing the game by myself, this is exactly what I'd be doing. Jeff's moon sign is Capricorn. R.I.P. So El Jefe is a Pisces sun, Capricorn moon, and a Leo rising. You know what? I think he's a Sag. I think Vlad is a Sag, if I'm going to be honest.
You could tell me privately, and then I can pull up your birth chart. All I need is your full date of birth, the time you were born, and the city and state that you were born. You're the Antichrist? Well. Hold on, I just saw a motherfucking squirrel. They were all ass. I do think that's right, because there ain't no way you have all that Leo energy. I'm sorry. Ain't no way. Alright. We hunting for, some squirrels. I just realized I don't have the right weapon. There we go. You sent it via TikTok? Okay. I will check it out later. That would also make sense. That would make a lot of sense. A lot of sense. Alright. Give me a motherfucking 3-star squirrel. I'll also take a silver fox.